Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler New Japan Pro Wrestling puisqu'on va donc enfin commencer les reviews du G1 Climax 31. Du coup, donc le plus gros tournoi de l'année évidemment de New Japan. Alors par rapport à ça, du coup là je vais faire dans cette vidéo la review des 4 premières journées du tournoi, donc qui se sont déroulées le 18, le 19, le 23 et le 24 septembre. Sachant que, en fait si vous voulez, je comptais faire les reviews deux par deux et c'est ce que je ferai après, mais finalement là en fait j'ai pas spécialement accéléré la patte pour mater le G1 Climax. C'est un peu compliqué de choisir parmi tout le retard de catch que j'ai, et je vous avoue que New Japan Pro Wrestling est pas spécialement la priorité absolue. Donc c'est pour ça j'ai quand même mis pas mal de temps à pouvoir mater les 4 shows. Enfin t'as le premier show que j'ai finalement maté assez rapidement, déjà pour la raison que il y a un Tetsuya Naito contre Zack Sabre Jr. qui est potentiellement l'affiche qui m'hype le plus de tout le G1 Climax, et qui a Deliver, on en parlera en temps venu. Mais du coup les trois autres journées j'ai eu un peu plus de mal à me lancer dedans. Mais du coup c'est pour ça on va parler des 4 premières journées dans cette vidéo, et du coup on fera plus tard les reviews avec deux shows par deux shows, sachant que le tournoi se finira en octobre. Du coup on va pouvoir donc commencer avec la journée 1 de ce G1 Climax 31. La journée 1 qui s'est donc déroulée le 18 septembre. Alors en opener nous avions Sho qui affrontait Ryohei Owa. Alors Ryohei Owa pardon, c'est un nouveau Young Lion de New Japan, qui a donc fait ses débuts assez récemment, au même titre que Kosei Fujita. D'ailleurs les deux ont eu quelques contrats ensemble qui se sont soldés par des draws, c'était assez cool. Et du coup Sho il est dans son nouveau look, donc Bullet Club qu'il a rejoint en faisant le turn sur Yo, enfin qu'il a rejoint officiellement plutôt lors de son match justement contre Yo. C'était à Wrestle Grand Slam in MetLife Dome, si je dis pas de bêtises, sachant qu'il turn sur Yo dans un Summer Struggle de la Super Junior Tag League. Mais du coup Sho contre Ryohei Oiwa, c'était le seul match qui n'était pas du coup du tournoi pour cette journée 1. Alors le match en son ensemble était plutôt cool, j'ai trouvé. Personnellement je lui ai mis 3,25 parce que finalement voilà, c'est vraiment ce que j'attendais, c'est vraiment exactement ce que j'attendais. Ça dure 6 minutes, c'est plutôt bien fait. Oiwa, je trouve qu'ils sont bien son rôle d'underdog. Sho de son côté, franchement je trouve qu'il va bien avec le Bullet Club. Finalement j'avais mes craintes au début concernant Sho dans le Bullet Club, parce que finalement j'avais un peu peur qu'il finisse comme un Evil Beast. Bon finalement évidemment il y a de la hit, mais que je trouve plutôt intéressante de la part de Sho. Et là il a fait très bien son taf. Après on est sur un opener, il affronte un Young Lion, à voir ce que ça peut donner dans les gros matchs en termes de hit, en termes de savoir se rendre intéressant, et c'est là où ça va réellement finalement nous donner le résultat du turn de Sho dans le Bullet Club. Mais pour l'instant je trouve que ça se passe assez bien, et ce match contre Ryohei Oiwa est finalement un peu ce qui montre ça, quoi, parce que c'est un match qui est vraiment cool. Oiwa fait bien son taf de Young Lion, il vend bien l'offense de Sho, il essaye d'avoir des retours, enfin voilà, du bon fighting spirit, c'est ce qu'on attend dans un tel rôle, surtout contre un gars du Bullet Club. Donc à mon sens c'est un opener qui a bien fait le taf. Donc voilà, je lui ai mis la note de 3,25 personnellement, et évidemment du coup victoire de Sho. Du coup voilà, donc pour ce match on va pouvoir maintenant passer au deuxième match de la carte qui était donc le match qui ouvrait le G1 Climax de cette année, donc qui donnait le coup d'envoi du tournoi. C'était Kota Ibushi qui affrontait Yujiro Takahashi, donc Kota Ibushi, double vainqueur sortant du G1 Climax, on rappelle, et Yujiro Takahashi, du coup, qui l'année dernière n'avait marqué que 2 points dans son bloc. Il était d'ailleurs dans le bloc d'Ibushi l'année dernière, qui était le bloc A. Là aussi, c'est le cas. Et cette fois-ci, c'est Yujiro Takahashi qui a réussi à battre Kota Ibushi, donc à ma plus grande surprise, parce que personnellement, je m'attendais absolument pas à voir une victoire de Yujiro sur Kota Ibushi, qui est double vainqueur sortant. Mais finalement, j'aime bien l'idée qu'ils ont essayé d'exploiter à travers ce match qui a duré quand même 11 minutes. Alors pour moi c'était vraiment un bon match pour démarrer ce G1 Climax, et finalement très clairement meilleur que le match qu'avait Yujiro l'année dernière contre Will Ospreay, qui servait également de coup d'envoi pour le G1 Climax. J'ai trouvé le heel work de Yujiro Takahashi plutôt bon, et finalement il est arrivé à être assez intéressant dans le match contre Kota Ibushi, qui a évidemment été plutôt bon. Après on rappelle que Kota Ibushi il revient d'une espèce de pneumonie, donc bon c'est toujours plus compliqué, mais voilà, il a quand même fait un bon taf, j'ai trouvé, Kota Ibushi. T'as de l'overbooking évidemment dans le match, mais ça me dérange absolument pas personnellement, sachant que bon, quand tu vois Yujiro, quand tu vois Kota Ibushi, finalement Yujiro il a évidemment besoin d'overbooking pour arriver à ses fins, pour arriver à battre Kota Ibushi. Et finalement t'as Kota Ibushi qui arrive en double vainqueur sortant, peut-être un peu trop confiant. T'as Yujiro Takahashi qui sort d'un G1 Climax l'année dernière où il avait mis que 2 points, donc il a toute la frustration qui est en lui pour montrer qu'il est plus que finalement finalement un larbin dans le Bullet Club. Et finalement le fait qu'il arrive quand même à battre Kota Ibushi,
Ibushi, moi je trouve que Yujiro, pour son booking, ça accomplit de belles choses. Bon, évidemment, ça le place pas comme très haut dans la hiérarchie de chez New Japan, ou même ou que ce soit même dans la hiérarchie du Bullet Club, et finalement, je trouve que Yujiro, en battant Kota Ibushi, il accomplit quand même quelque chose d'assez fou, et bah voilà, tu vois, en plus avoir Kota Ibushi qui a gagné les 2 derniers G1 Climax, l'avoir finalement dans une position de mec qui se fait surprendre dès la première journée, je trouve pas que ce soit une mauvaise idée personnellement, et ça permet même de raconter un petit truc comme ça sur du court terme. Moi personnellement, je trouve que c'est une bonne petite idée là de la part de New Japan. Voilà, c'est un match qui a clairement fait le taf pour démarrer donc ce G1 Climax. Évidemment, il y a rien de spécialement incroyable, mais voilà, c'est une bonne idée de booking qui a noté. C'est pas souvent qu'on en a chez New Japan, donc franchement, ça fait bien plaisir et ça commence bien donc ce G1 Climax. Du coup, le match, je lui ai mis la note de 3,25 personnellement. Du coup, voilà donc pour ce match, on va pouvoir maintenant passer au troisième match du show. Alors, le troisième match, c'était le Great Okan qui affrontait Tangaloa. Du coup, le Great Okan contre Tangaloa, comme vous pouvez vous en douter, c'est pas une affiche qui me hypé, hein, très honnêtement. Et d'ailleurs, ça n'a pas été bon, hein, très clairement, puisque c'est à mon sens le pire match du show. Pire match du show, puisque déjà, il a duré 17 minutes. Et bon, quand tu vois un Great Okan contre Tangaloa, t'as pas spécialement envie que ça dure 17 minutes, quoi. Surtout quand on parle de deux des pires catcheurs de New Japan actuellement. Enfin voilà, du coup, évidemment, ils te font le pire match du show. Le Great Okan, il est extrêmement mauvais et c'est finalement assez difficile déjà de base de donner un bon match à Tangaloa, que ce soit en singles ou même en tag, de donner des bons échanges, c'est toujours assez difficile, je trouve. Et bah finalement, t'as deux catcheurs qui sont vraiment sloppy dans ce match, qui arrivent rien à tirer l'un de l'autre, donc forcément déjà, tu t'installes dans une dynamique qui est déjà compliquée de base, et puis finalement, tu t'y installes pendant 17 minutes, donc c'est vraiment de facto extrêmement compliqué à suivre, et c'est extrêmement oubliable finalement, parce que pendant les 17 minutes, finalement, t'as pas grand chose de... T'as quasiment pas de matière, quoi, donc c'est vraiment compliqué à mon sens. Voilà, personnellement, j'ai mis 2 à ce match, c'est extrêmement oubliable. Voilà, c'est un match du Great Okan, c'est un match de Tangaloa, donc fatalement, c'est pas à voir, quoi. Et finalement, je m'attendais à ce que ce soit le pire match du show, j'ai pas spécialement été surpris, même si t'as un Toru Yano Kenta, dont on va parler d'ailleurs juste après, qui pouvait jouer les troubles faits dans le pire match du show, mais finalement, qui l'a pas été. D'ailleurs, j'ai clairement préféré le Toru Yano Kenta à celui-là. Bon, même si ma note pour le Toru Yano Kenta est pas spécialement hyper haute, enfin, pour moi, c'est quand même un niveau au-dessus, parce que Great Okan Tangaloa, c'est juste pas possible à mon sens. Et du coup, voilà, le Great Okan donc remporte ce match au bout des 17 minutes. Personnellement, ça me paraît assez logique. Voilà, parce que le Great Okan, c'est un peu un outsider dans ce bloc A. Bon, évidemment, il va pas aller très très loin dans le bloc, il va pas remporter le bloc, mais finalement, il joue un peu son rôle d'outsider, tu vois, ou un Tangaloa, il va le battre évidemment. Voilà, surtout pour démarrer G1 Climax, ça me paraît assez logique. Du coup, voilà donc pour ce deuxième match du show, on va désormais pouvoir passer pour ce deuxième match de tournoi, hein, du show, c'était le troisième match, on va pouvoir passer maintenant au quatrième match de la carte. Alors le quatrième match, c'était du coup Toru Yano qui affrontait Kenta, hein, comme je l'ai cité auparavant. Le match a duré un peu plus de 11 minutes, victoire de Toru Yano. Alors avant de rentrer dans le match, il y a un truc qui m'a quand même pas mal fait rire, vous voyez, je sais pas si vous voyez, quand Toru Yano a sa très longue présentation, hein, avant les matchs, Toru Yano, il a une très très longue présentation où on cite tout son DVD et tout, enfin voilà, et ça prend vraiment beaucoup de temps. T'as Kenta qui fournit une liste avec à peu près la même chose à l'annonceur, et du coup t'as l'annonceur qui est obligé en gros de dire tout ça sur Kenta. Bon, c'est dommage que je comprenne pas le japonais parce que je me serais encore plus marré, mais là déjà ça m'a bien fait marrer dans le sens où finalement Kenta il arrive assez moqueur finalement envers Toru Yano. Il est finalement il est finalement très confiant envers Toru Yano finalement, parce que bah dans les deux singles matchs que Kenta a pu avoir contre Toru Yano, bon à chaque fois Kenta a battu Toru Yano. Du coup pour lui c'est un peu de la bullshit comédie, un peu comment prend ça Kenta, ou en tout cas comment je le perçois, où finalement Kenta il a un comportement qui est assez logique avec son rôle de heel du Bullet Club et avec ses 2 victoires contre Toru Yano, donc Toru Yano qui a jamais réussi à battre Kenta. Du coup bah là finalement Toru Yano arrive à battre Kenta, ce qui en soit logique par rapport au comportement que peut avoir Kenta. Moi personnellement déjà ça je trouve que c'est une décision de booking assez logique de voir Toru Yano battre Kenta, même si pour être très honnête, dans l'approche du match, je m'attendais pas spécialement à voir Toru Yano prendre la victoire sur Kenta. Là, c'est un petit plus qui m'a plu au niveau du résultat. Voilà, Yano fait une performance plutôt correcte dans le match. Bon, j'ai rien de spécial à lui reprocher. Sa comédie est finalement matchait bien avec le style de Kenta, j'ai trouvé. Et les deux nous ont offert un match qui était pas spécialement fou. Hein. Je lui ai mis 2,75, ce qui est quand même bien plus haut, hein, que le Great Okan Tangaloa qui le précède. Mais bon, voilà, c'est pas incroyable. Mais bon, voilà, ça fait le taf au milieu de carte comme ça pour un match de Toru Yano. Et finalement, je reste assez persuadé que ce sera très probablement l'un des meilleurs matchs de Toru Yano de ce G1 Climax, et également probablement l'un des meilleurs matchs de Kenta, hein, de ce G1 Climax. Voilà, toutes
toutes les tentatives, voilà, je vais y arriver, je vais parler français, je vais y arriver, toutes les tentatives finalement de Yano de prendre Kenta un peu par surprise sont assez réussies, je trouve, et jusqu'à la fin où il arrive à le battre par roll-up et à complètement surprendre Kenta, complètement à le prendre de court, finalement j'ai trouvé ça vraiment sympa personnellement. Bon, comme je l'ai dit, on n'est pas sur un match de l'année, contrairement au match d'après, mais on est sur un match qui est plutôt correct, plutôt décent à mon sens pour un match de Toru Yano, qui est quand même quelqu'un dont je me suis assez lassé durant toute l'année écoulée finalement, où finalement Toru Yano, quand j'ai commencé New Japan, j'aimais bien, puis au fur et à mesure, bah en fait je m'en fous finalement de Toru Yano, et même il me saoule plus qu'autre chose, et là contre Kenta, donc j'ai trouvé que ça matchait bien. Du coup voilà, donc pour ce match on va pouvoir désormais passer au pré-main event du coup de cette première journée du G1 Climax 31. Alors le pré-main event c'était du coup, comme je l'ai cité un peu plus tôt en début de vidéo, Tetsuya Naito contre Zack Sabre Jr., donc l'un des matchs que j'attendais le plus de ce G1 Climax 31, si ce n'est le match que j'attendais le plus finalement, qui était déjà placé en première journée, pas de bol, et même pas en main event. Et du coup, c'était Tetsuya Naito contre Zack Sabre Jr. Bon, alors il a duré 27 minutes, victoire de Zack Sabre Jr. dans un match qui est absolument incroyable, très clairement, puisque bah déjà je vais poser les choses très clairement. J'ai mis 5 étoiles personnellement à Tetsuya Naito contre Zack Sabre Jr. C'est donc mon 5e match à 5 étoiles cette année, premier 5 étoiles que je mets depuis le Utami Hayashishita contre Syuri qu'on avait eu chez Stardom en juin, parce que bah finalement ce Tetsuya Naito Zack Sabre Jr., au-delà d'être une masterclass absolue en termes d'in-ring, ce qui me semble assez cohérent au vu des deux noms dans le match, bah finalement tu vois, tu as 27 minutes avec un énorme contenu qui ont une signification assez incroyable pour Zack Sabre Jr., pour sa position dans la carte, et même pour son statut dans le G1 Climax tout entier finalement, où bah très clairement le match établit Zack Sabre Jr. de par sa victoire comme un très sérieux concurrent au G1 Climax, que je m'imaginais pas du tout dire avant le match, très clairement, parce que finalement Zack Sabre Jr. à la base c'est titre tag, un peu mid-card quoi, et c'est pas celui qui va nécessairement être très très haut dans les favoris du G1 Climax, même ne serait-ce que dans son bloc. Et ben finalement les deux peuvent pas avoir un mauvais match ensemble très clairement, et celui-là pour moi dépasse encore leur match du G1 Climax de l'année dernière, auquel j'avais déjà mis 4,75. Donc bon, déjà tu vois le niveau déjà, parce que là t'as en plus ce côté masterclass absolu en termes de storytelling, en termes de signification dans leur feud finalement, enfin pas dans leur feud exactement, mais finalement dans toute leur série de matchs, qui fait que ce match-là est probablement le plus important que les deux ont pu avoir ensemble en singles. Alors t'as Zack Sabre Jr. qui durant le match va surtout attaquer la jambe de Tetsuya Naito. Naito va toujours extrêmement bien sell. Je trouve le selling de Naito dans le match absolument insane, personnellement, parce que tu vis le selling à travers Naito, c'est quand même assez génial, et c'est pour ce genre de match que finalement Naito pour moi c'est un des meilleurs sellers au monde, si c'était probablement le meilleur seller au monde très clairement, même si Zack Sabre Jr. se pose là également dans ce domaine-là, parce que Zack Sabre Jr. est absolument fantastique, et tout le long du match, en termes de technique, en termes de fluidité, moi je trouve ça absolument magnifique à voir. C'est un match de Zack Sabre Jr., donc déjà de base c'est beau à voir quoi. Puis là tu lui mets Naito en face avec tout leur passé, avec finalement toute leur alchimie qui fait que leurs matchs sont tout simplement au-dessus finalement. Et même moi qui suis un grand fan de Zack Sabre Jr. en général, je suis franchement persuadé que Naito c'est probablement, avec Hiroshi Tanahashi, je pense que je les mettrai à égalité, le meilleur adversaire de Zack Sabre Jr., parce que la série des Tanahashi Zack Sabre Jr. c'est également quelque chose, très honnêtement. Mais bah finalement tu vois, tu vas voir également un truc autour des contres finalement, qui vont montrer que les deux se connaissent très bien finalement. Par exemple t'as Zack Sabre Jr. qui arrive à contrer des grosses prises de Naito durant finalement la première moitié du match, que Naito va réussir petit à petit à placer, parce que Naito finalement sa confiance dans le match va s'installer petit à petit, tu vois, où au début Zack Sabre Jr. va quand même être quand en fait finalement plus futé que Tetsuya Naito sur ça. Et finalement par exemple Naito, quand il va vraiment reprendre l'avantage, à un moment il tente un Destino qui peut être absolument fatal pour Zack Sabre Jr. de par la séquence qu'on a juste avant, et Zack Sabre Jr. arrive à lui avoir un gros contre et à lui placer un DDT qui est absolument magnifique et qui a énormément de sens par rapport au match en soi, et qui est vraiment placé au bon moment. Et à chaque fois Naito va avoir ces moments là, Naito va finalement pas savoir concrétiser par rapport au gros moment qu'il peut avoir dans le match. Il va pas savoir concrétiser, il va pas savoir placer ce qui va lui permettre de battre Zack Sabre Jr., il va pas réussir à le faire. Et justement dans les dernières minutes, tu as un peu quelque chose qui est assez similaire à leur match du G1 Climax de l'année dernière, où finalement Naito va quand même un peu empêcher Zack Sabre Jr. d'arriver à placer une grosse soumission, tu vois, où Zack Sabre Jr. va finalement être un peu dépassé dans ce sens-là, où il va pas arriver à piéger Tetsuya Naito, et le moment où il arrive à s'en sortir de cette tactique mise en place par Naito, il place une soumission sur Naito, il le détruit et il le fait taper quoi. Et ça j'ai trouvé ça absolument magnifique, parce que bah finalement déjà t'as Naito qui
qui n'arrive pas finalement à concrétiser. Et quand il a une grosse chance de pouvoir gagner le match, il n'arrive pas à concrétiser durant tout le match. Zack Sabre Jr., il a une chance, il concrétise, il fait taper Naito, il le bat pour la première fois depuis 2018 en plus, parce que du coup Zack Sabre Jr. il reste sur 3 défaites contre Tetsuya Naito d'affilée, donc ce qui est quand même, et là le mec arrive à le rebattre enfin, et c'est également dans ce sens-là où il a besoin d'une soumission et c'est fini quoi. Et c'est dans ce sens-là où finalement pour moi faire ce genre d'histoire contre Naito là dans ce match précis, finalement c'est ça qui va placer Zack Sabre Jr. à mon sens comme un sérieux concurrent à ce G1 Climax. Bon, je dis pas non plus qu'il va le gagner, et ça ce serait un peu dans mes rêves quand même, mais pour moi il va être très très haut dans son bloc cette année, Zack Sabre Jr. Déjà rien que par ce match, tu peux le voir très clairement, rien que par ce match, rien que par ce qu'il accomplit dans la série de Naito Zack Sabre Jr. et finalement dans l'attitude que peut avoir Zack Sabre Jr., dans le momentum que peut avoir Zack Sabre Jr., finalement rien que par ce qu'il accomplit, rien que par sa signification, pour moi c'est juste wow quoi. Et c'est finalement assez rare que c'est New Japan Pro Wrestling tu aies un tel niveau d'écriture, et ce qui finalement c'est perdu chez New Japan Pro Wrestling, c'est un niveau d'écriture de ce niveau-là quoi, qui est finalement pour moi un des meilleurs matchs de l'année, et qui est très clairement, incontestablement à mon sens, le meilleur match de l'année chez New Japan Pro Wrestling, parce que finalement voilà quoi, le match est absolument parfait dans tous les aspects quoi. Et Zack Sabre Jr. finalement grâce à ce match prend un step up que je trouve finalement assez insane, et donc voilà, c'est du coup c'est pour moi un 5 étoiles très clairement, et ce sera extrêmement compliqué de dépasser ce match durant tout le G1 Climax, parce que finalement chez New Japan, donc des matchs comme ça tu en as pas spécialement souvent quoi, des matchs de ce niveau d'écriture, de ce niveau de perfection, finalement t'en as pas finalement tous les mois hein, chez New Japan Pro Wrestling, et du coup voilà, pour moi clairement meilleur match de New Japan cette année, et l'un des tout meilleurs matchs de l'année, qui sera très clairement il sera sûr dans mon top 10, dans mon top 5 je sais pas, il est 4ème à l'heure actuelle de l'année à mon sens, mais voilà quoi, en tout cas c'est un match qui m'a scotché, franchement qui m'a scotché du début à la fin, parce que voilà, puis déjà puis même en termes d'in-ring c'est monstrueux quoi, les deux mecs, même si c'est pas ça qui me fait autant kiffer le match, les mecs c'est absolument monstrueux comment ils s'entendent dans un ring quoi, mais du coup voilà pour ce Zack Sabre Jr. Tetsuya Naito donc qui a vu la victoire de Zack Sabre Jr. et donc un 5 étoiles de ma part. Du coup on va donc passer au main event de ce show, parce que du coup oui j'ai mis un 5 étoiles, mais c'était pas le main event le Zack Sabre Jr. Tetsuya Naito. Le main event c'était Shingo Takagi, donc l'actuel champion IWGP World Heavyweight, qui affrontait Tomohiro Ishii. Alors le match a duré quasiment 28 minutes, victoire de Shingo Takagi. Alors à titre personnel, le match je l'ai pas trouvé ouf personnellement, et je le trouve même largement surcoté finalement, surtout quand tu sors d'un Tetsuya Naito contre Zack Sabre Jr. qui a un niveau d'écriture et d'histoire qui est monstrueux. Finalement tu sors de ça et finalement tu prends Shingo Ishii pendant 28 minutes, où les mecs finalement pendant 28 minutes vont se taper sur la gueule, mais en fait y a pas de contenu derrière. Et finalement moi ça me dérange beaucoup que déjà tu prennes ton main event pour ta première journée de ton plus gros tournoi de l'année, et que t'en fasses quasiment rien finalement, où Shingo et Ishii font un peu ce qu'ils font habituellement, grosso modo quoi, ils l'étalent sur 28 minutes et puis ils mettent pas spécialement de contenu derrière. Donc moi finalement ça va beaucoup me déranger, parce que le match accomplit rien en fait, alors que c'est un gros main event comme ça qui dure 28 minutes et le match accomplit rien. Donc finalement moi ça va beaucoup me déranger. Victoire de Shingo Takagi que je trouve finalement assez logique, parce que le mec c'est le champion évidemment, qui va démarrer son G1 Climax avec une victoire, surtout qu'il est sur son premier règne, donc on est encore sur une phase où Shingo Takagi doit performer en tant que main eventer, vraiment doit gagner des gros matchs comme ça pour démarrer son tournoi, doit absolument les gagner, tu vois, on n'est pas sur un Tetsuya Naito qui peut se permettre de perdre dès la première journée, tu vois, on n'est pas à ce niveau-là de booking dans la hiérarchie New Japan Pro Wrestling du côté de Shingo. Donc moi déjà je trouve ça très bien en termes de décision de booking, mais finalement voilà, quand tu fais un match de 28 minutes et que j'ai quasiment pas de contenu, il y a un moment où je m'emmerde, et finalement voilà, sur du 10-12 minutes, moi même sur du 15 minutes, le Ibushi Ishii de la journée 3 a duré 17 minutes, c'est un peu ça, mais ça m'a beaucoup plu. Et finalement si t'ajoutes rien, y a un moment où je vais me faire chier, et 28 minutes ça peut être très très long quand t'as rien derrière. Donc voilà, c'est vraiment, c'est un peu inintéressant. Bon, je dis pas que c'est mauvais, parce que bon, ça reste quand même assez sympathique, t'as quelques échanges de strikes qui sont quand même assez cool, t'as des chops de Tomohiro Ishii dès le début du match qui sont vraiment très impactants, Ishii va bien les sell et tout, mais finalement dans le match en fait tu vas ajouter des no-sell un peu pour rien, tu vas ajouter des trucs, parce que finalement il faut que ça aille dans la formule, et tu essayes en fait finalement je le prends un match comme en fait tu rajoutes des choses à
absolument casé dans le match sans vraiment qu'elle veuille dire quelque chose. Donc finalement, moi, à un moment, je m'emmerde. Et c'est pour ça que j'ai finalement mis que 3 étoiles au match, parce que bah, tu sors d'un Tetsuya Naito contre Zack Sabre Jr., bah, finalement, déjà, voilà, quoi, déjà, tu sors scotché, mais même au-delà de ça, bah, finalement, tu vois encore plus la différence d'écriture dans les deux matchs, quoi, parce que bah, t'as un match où ce qui est écrit est absolument parfait, et t'as un match où il y a quasiment rien d'écrit, quoi. Donc, bah, finalement, ça t'aide à peser un peu le truc, quoi. Et bah, sachant que c'est celui qui a quasiment rien d'écrit qui passe en main event, ça fait un peu mal. Mais du coup, ouais, voilà, finalement, j'ai pas grand chose à dire sur ce match, parce que finalement, le match, c'est un peu une répétition d'échanges de strike, qui vont pas trop dire grand chose, qui sont assez sympathiques, comme je dis, mais qui vont finalement pas dire grand chose. Donc, et ça va durer 28 minutes. Donc, bah, voilà, il y a un moment où c'est forcément compliqué, il y a un moment où ça passe forcément moins de mon côté. Mais du coup, voilà, victoire de Shingo Takagi. Donc, comme je l'ai dit, assez logique. Du coup, voilà, c'est donc ce qui conclut cette première journée du G1 Climax. Alors, par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, je l'ai trouvé, enfin, finalement, le show dans l'ensemble est pas spécialement quali, tu vois, c'est un show qui est assez random, mais t'as le Naito Zack Sabre Jr. qui est absolument parfait, qui est un des tout meilleurs matchs de l'année, qui relève évidemment le niveau du show. Et personnellement, je conseille juste de regarder le Naito Zack Sabre Jr. parce que le reste, bah, finalement, ça dépasse pas le 3,25, c'est là, c'est ok. Et tu vois, bah, le show en soi est pas spécialement hyper quali, mais bon voilà, allez tous, jetez-vous sur le Naito contre Zack Sabre parce que il est absolument fantastique. Du coup voilà donc pour ce show, de toute façon vous inquiétez pas, bon je sais qu'on review 4 shows dans cette vidéo, mais de toute façon c'était le show qui me prenait évidemment le plus de temps par rapport au Naito Zack Sabre que je devais évidemment bien remettre en contexte. Du coup on va pouvoir désormais passer à la journée 2 de ce G1 Climax. Alors la journée 2 elle a commencé par Sho contre Kozai Fujita. Alors Sho contre Kozai Fujita, c'est dans le même format que Sho contre Ryohei Oiwa qu'on a eu dans l'opener de la première journée. Finalement, c'est un match où tu as Sho qui vient de réaliser son turn du Bullet Club, qui installe un peu Saïd contre Fujita, qui est un Young Lion qui vient de débuter. J'ai trouvé ça bien fait. Voilà, t'as quand même pas mal de trucs de chop assez impactants de la part de Sho à l'extérieur du ring. Il va y aller sur Fujita finalement. Il va même y aller plus que sur Ryohei Oiwa. Et le match était vraiment très cool à suivre. Alors je dis pas qu'il était incroyable ou quoi que ce soit. Personnellement, j'ai mis 3,25. Mais voilà, c'est une bonne opposition finalement entre un heel tel que Sho et un Young Lion tel que Fujita. J'ai trouvé ça plutôt bien fait. Voilà, c'est un match qui est quand même relativement similaire à l'opener de la première journée, donc je vais pas m'attarder trop dessus, mais voilà, ça a fait son taf. J'ai mis 3,25 et victoire de Sho en 8 minutes, assez logique. Du coup, voilà donc pour ce match, on va pouvoir désormais passer au deuxième match du show. Alors le deuxième match du show, c'était Evil qui affrontait Yoshihashi. Donc c'était le premier match de ce bloc B hein, pour le G1 Climax. Alors le match a duré un peu plus de 17 minutes, victoire d'Evil qui est finalement assez logique. Alors le match, moi je le trouve très très bon. À titre personnel, c'est mon match préféré du show, hein, ce Evil contre Yoshihashi, parce que finalement, Evil catch en fait. Tout simplement, Evil va vraiment catcher pour une fois. Bon, il va pas le faire tout le match, mais quand même, il va le faire dans la majorité, quoi. Il va vraiment catcher, il va pas ajouter sa hit inintéressante. Bon, évidemment, il fait de la hit, hein, mais il va pas ajouter son overbooking finalement, qui est extrêmement inintéressant. Il va le faire dans le match et tout, mais t'es finalement tellement derrière Yoshihashi, qui joue son rôle à la perfection, que finalement, ça t'aide à peser un peu le pour et le contre dans le match. Et Yoshihashi dans le match, il est absolument génial comme d'habitude, et le mec se place déjà en tant que super catcher, quoi. Enfin, je veux dire, pour ceux qui le découvrent à travers ce G1 Climax, qui suivent pas forcément New Japan, et vas-y, c'est le plus gros tournoi de l'année, bah Yoshihashi déjà il tape dans l'œil, tu vois, parce que le mec en tant que babyface, tu vois, t'as immédiatement envie de te mettre derrière lui. Enfin, je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi c'est le cas. Le mec m'investit tellement, Yoshihashi, c'est assez dingue. Le mec pour moi déjà c'est un des meilleurs catcheurs de la fête de base, et quand il sort ce genre de perf contre Evil, où il a ce genre de retour, enfin franchement les retours de Yoshihashi sont assez passionnants. Evil va à chaque fois, des fois le contrer, où tu vas dire oh merde, et Yoshihashi quand il le contre, quand il lui place une lariat et tout, enfin c'est génial quoi. Et rien que pour ça, franchement j'adore le match, parce que c'est une opposition qui est finalement basique entre le top heel Bullet Club contre finalement le babyface par excellence, qui est très outsider, qui gagne pas beaucoup, et l'opposition elle est assez standard, mais finalement la qualité de deux catcheurs fait que le match est super bon. Et personnellement voilà, j'ai mis 3,75, je pouvais pas spécialement faire autrement. C'était non voilà, c'est clairement le match à voir hein, pour cette journée 2 du G1 Climax. Ça a très bien fait son taf. La victoire d'Evil est assez logique, et finalement tu vois, t'as de la bonne hit qui s'installe, dans le sens où finalement évidemment je vais voir gagner Yoshihashi, mais bon c'est quand même logique de faire gagner Evil. Donc voilà, tu vois, je ressors quand même déçu, mais déçu dans le bon sens, tu vois. Tu vois, c'est de la bonne hit du côté d'Evil. C'est vraiment bien fait, j'ai trouvé, dans ce sens là. Et du coup voilà, franchement très très bon match, et meilleur match du show du coup.
tout. Du coup, on va pouvoir désormais passer au troisième match du show. Alors, le troisième match du show, c'était Chase Owens qui affrontait Jeff Cobb. Alors, du coup, une opposition heel contre heel. Bon, sauf que c'est évidemment Bullet Club contre United Empire. Alors, Chase Owens contre Jeff Cobb, le match a duré un peu plus de 12 minutes. Victoire de Jeff Cobb qui est finalement assez logique. Alors, le match dans son ensemble, personnellement, bah, j'ai trouvé que c'était un bon match. Jeff Cobb et Chase Owens, je trouve qu'ils entendent assez bien dans un ring finalement. Moi personnellement, j'ai mis 3,25. T'as Chase Owens qui va quand même, et tu vois, t'as Chase Owens qui se sait quand même inférieur à Jeff Cobb. Il va essayer quelques tactiques pour surprendre finalement Jeff Cobb. Bon, ça va pas marcher. Jeff Cobb va réussir à l'avoir et au final à placer son Tour of the Island, qui est une prise que j'aime beaucoup d'ailleurs et qui est extrêmement impactante, surtout avec le selling de Chase Owens, que j'ai trouvé particulièrement bon dans le match. Et bah franchement, tu nous donnes 12 bonnes minutes comme ça, bah moi clairement j'ai réussi à bien rentrer dans le match. Bon, il y a rien de spécialement incroyable, il y a rien de spécialement excellent, mais franchement Cobb et Owens déjà de base, c'est deux catcheurs que j'aime bien, surtout Jeff Cobb que j'aime beaucoup, surtout en ce moment finalement, bon à part ces matchs contre Okada évidemment parce que là c'est compliqué on va dire, mais finalement Jeff Cobb que j'aime beaucoup et Chase Owens que je trouve assez sous-coté finalement, bah les deux nous donnent un bon match, un match qui est clairement correct pour commencer le G1, que ce soit pour Cobb ou Owens et également pour continuer le show. Du coup voilà donc pour ce match on va pouvoir désormais passer au troisième match de tournoi de cette carte. Alors le troisième match de tournoi c'était Sanada qui affrontait Tama Tonga. Alors Sanada contre Tama Tonga ça a duré 19 minutes, oui 19 minutes de Sanada et de Tama Tonga, donc là déjà de base c'est extrêmement compliqué. Le match du coup 19 minutes, victoire de Sanada. Alors personnellement j'ai trouvé ça vraiment moyen. Bon c'était pas vraiment extrêmement mauvais hein, très honnêtement, mais j'ai quand même mis 2,5 parce qu'il y a un moment où faut pas déconner. Les mecs c'est Sanada et Tamatonga, tu me les mets pendant 19 minutes, il y a un moment où je vais vraiment me faire chier parce que finalement Sanada et Tamatonga, les deux mecs arrivent pas à se rendre bons l'un l'autre parce que déjà ils sont pas bons l'un l'autre. Vu que les deux mecs sont pas bons, bon même si je trouve Tamatonga quand même meilleur que Sanada, hein, faut pas déconner. Vu que les deux mecs sont pas bons, tu peux pas avoir spécialement un bon match quoi. Finalement y a pas de secret quoi. Puis bon c'est là quoi, c'est très random, c'est au milieu de tous les matchs du G1, voilà. Et puis en fait finalement tu fais durer 19 minutes parce que pour bien te faire chier quoi, et parce que c'est un match avec Sanada, donc donc forcément ça va durer 19 minutes. Hein. C'est celui-là qui va te faire chier contre 19 pendant 19 minutes. Hein. Bizarrement c'est pas le match de Jeff Cobb et de Chase Owens. Hein. Bizarrement c'est le match de Sanada. Hein. Le monde est cruel. Hein. Mais bon voilà, dans son ensemble c'est vraiment oubliable, c'est vraiment pas à rattraper. Il y a quand même pas mal d'imprécisions dans le match et quand même et puis les séquences sont inintéressantes les unes entre les autres finalement. Finalement le match vaut un peu rien quoi. Donc non c'est compliqué. Voilà, j'ai mis 2,5, ça faut le passer, faut le skip très clairement ce match. Du coup voilà donc pour ce match on va pouvoir désormais passer au pré-main event. Alors le pré-main event du coup c'était Taichi qui affrontait Hiroki Goto, donc qui était l'affiche qui m'a hypé le plus du show, hein, comme vous pouvez vous en douter. Taichi Goto ça a duré 18 minutes 30, victoire de Taichi que j'ai finalement trouvé assez logique parce que Zack Sabre Jr. de son côté dans la première journée arrive à battre Naito, ça me paraît assez logique que de son côté Taichi qui est coéquipier de Zack Sabre batte également un rival tag des Dangerous Takers quoi de son côté qui batte donc Goto. Alors très clairement t'as une bonne, tu ressens la feud finalement entre Taichi et Goto, tu ressens quand même de la colère entre les deux, tu ressens vraiment une petite rivalité quoi. Bon c'est pas énorme non plus mais tu ressens vraiment un truc que je trouve que franchement les deux catcheurs ont un très bon acting par rapport à ça, savent très bien t'investir dans le match et font très bien le taf. Alors évidemment le catch est très bon, hein, on est sur un Taichi Goto, il y a rien de spécialement incroyable et c'est pour ça moi personnellement voilà j'ai mis 3,5, c'est un très bon match avec du très bon catch, hein, c'est un Taichi Goto comme j'ai dit, voilà c'est très compliqué de faire un mauvais match entre deux catcheurs comme ça et l'action va être comme j'ai dit assez fluide tout le long et vraiment c'est un plaisir à voir, même si comme j'ai dit il y a vraiment rien d'incroyable, donc voilà moi personnellement c'est le match que j'aime beaucoup voir entre deux très bons catcheurs, donc ça fait très bien le taf et victoire de Taichi assez logique. Du coup voilà donc pour ce match on va pouvoir désormais passer au main event de cette deuxième journée du G1 Climax 31. Alors le main event c'était du coup Kazuchika Okada qui affrontait Hiroshi Tanahashi. Alors le match a duré un peu plus de 29 minutes, donc on est quasiment arrivé à la limite de temps, hein, qui est de 30 minutes dans les G1 Climax on rappelle, pour voir une victoire de Kazuchika Okada. Alors le match personnellement je
l'ai trouvé bon, hein, j'ai mis 3,25, c'est pas la folie furieuse non plus, parce que ça reste un match d'Okada, hein, faut pas déconner, mais je l'ai trouvé quand même plutôt bon, hein, très honnêtement, pour un match d'Okada. Tanahashi fait très bien le taf. Tanahashi, je trouve que de toute façon, le mec est super, hein. Tanahashi, encore aujourd'hui, le mec fait des super perfs. Le mec arrive à bien bouger Okada qui fait pas en soi une très mauvaise performance, même si bon, il a pas le meilleur des sellings, encore une fois, ce qui est toujours assez problématique quant à Okada, et quand il affronte un catcheur aussi centré sur des legwork qu'Hiroshi Tanahashi, même si pour le coup il va pas en faire autant que d'habitude, que dans ses matchs habituels, que ce soit ses matchs récents par exemple contre Kenta ou contre Shingo Takagi, il en fait pas autant dans le legwork, mais il en fait quand même. Mais bon, Tanahashi va faire un bon taf dans le match. Okada va finalement me saouler assez rapidement finalement, parce que il tente un peu son rainmaker pour rien dès le début du match, ce qui va finalement me déranger, parce que bon, quand tu te fais dominer par Tanahashi pendant plusieurs minutes et que direct tu veux tenter ton finisher en retour, c'est finalement un aveu d'impuissance qui me dérange beaucoup dans les matchs d'Okada, ce genre de choses. C'est ces teasings de rainmaker qui sont un peu balancés n'importe comment. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'Okada utilise le rainmaker pour emporter le match. Alors je m'explique. En soi, la story du rainmaker veut plus trop rien dire désormais, et je me suis dit que là, utiliser le rainmaker dans un match comme ça où t'es à une vingtaine de secondes de la time limit, personnellement, je trouve que ça marche bien avec ce qui est essayé, parce qu'Okada arrive pas à gagner avec son money clip et tout, et du coup t'es à 20 secondes de la fin du match, il te reste quoi à faire, mets ton rainmaker, mec, t'es obligé, et là t'es obligé d'aller gagner le match, il reste 20 secondes, donc évidemment qu'il va faire son rainmaker, duquel Tanahashi peut évidemment pas se kick out, parce que de toute façon je crois qu'il y a eu que 5 kick out du rainmaker dans l'histoire, donc bon voilà, et du coup finalement je me dis que c'est génial d'avoir fait, c'est génial, faut pas pousser trop loin le bouchon non plus, mais c'est une bonne idée de booking d'avoir utilisé le rainmaker pour ce moment-là du match finalement. Donc voilà, c'est bien joué de la part de New Japan. Après, le match reste pas non plus phénoménal, quoi. Tanahashi qui sauve la baraque, Okada qui est un peu sloppy à certains moments, surtout dans la première moitié du match, qui m'a finalement pas intéressé les masses. Du coup voilà donc pour ce main event, donc remporté assez logiquement par Kazuchika Okada, assez logiquement par rapport à tout ce qui s'est passé autour du Rainmaker, même si finalement Okada, après ses défaites contre Cobb récemment, je m'attendais à le voir paumer contre Tanahashi dès le début de G1 Climax. Du coup par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, bon, je l'ai pas trouvé spécialement fou, mais franchement je trouve qu'il a bien fait le taf. À part le Sanada Tamatonga, t'as clairement pas de match qui est absolument inintéressant ou quoi que ce soit, t'as que des matchs qui sont vraiment corrects et qui sont vraiment très bons, avec le Taichi Goto et le Yoshihashi Evil, qui sont d'ailleurs à titre personnel les deux matchs que je conseille vraiment du show, hein, Taichi Goto et Yoshihashi Evil, avec la priorité pour le Yoshihashi Evil évidemment, parce qu'il y a Yoshihashi, il faut pas déconner. Du coup voilà donc pour ce show, on va pouvoir désormais passer à la journée 3 du G1 Climax. Alors la journée 3 qui s'est donc déroulée le 23 septembre. Alors journée 3 donc qui a commencé avec un match entre Tanga Loa et Yuji Nagata, parce que du coup, alors ce que j'ai pas dit, mais bon, Tetsuya Naito se blesse dans le match contre Zack Sabre Jr. finalement à la fin. Du coup, Tetsuya Naito est out pendant tout le G1 Climax. Du coup, j'y reviens. Ce Tanga Loa contre Yuji Nagata me permet de rebondir dessus, parce que du coup, Naito perd tous ses matchs par forfait durant ce G1 Climax. Du coup, Naito finit le G1 Climax avec 0 points, hein, ce qui est quand même une première, hein, quand même. Et du coup, tous ses adversaires à Naito auront un match comme ça, un match solo qui sera là. Là, c'est contre Yuji Nagata. Je sais qu'il y a un match qui est prévu contre Kojima. Il y a un Hiromu je crois que c'est contre Ibushi qui est prévu aussi, pardon. Donc voilà, pourquoi pas, même si personnellement, ça me déçoit énormément cette blessure de Naito, sachant que le mec venait de claquer un 5 étoiles, dans la première journée du G1, et le voir blessé pendant tout le reste du tournoi, sachant que du coup, on pourra pas avoir de Naito Ishii ou de Naito Takagi. Personnellement, ça me fout bien le seum, je vais pas vous mentir. Du coup, Tanga Loa contre Yuji Nagata, le match a duré une quinzaine de minutes, victoire de Tanga Loa, c'est logique, hein, c'est lui qui est dans le G1 Climax, pas Nagata, c'est à lui donc de remporter le match, et c'est tout le temps comme ça que ça va se passer à mon sens, c'est que celui qui devait affronter Naito gagnera le match. Du coup, alors le match, franchement, il est correct. Voilà, Yuji Nagata met des bons strikes sur Tanga Loa. Tanga Loa va pas si mal se débrouiller que ça, je trouve. C'est juste dans la longueur que je trouve que Tanga Loa a un peu de mal à se rendre intéressant pendant 15 minutes, et même à se rendre intéressant pendant 3 minutes, c'est difficile pour Tanga Loa. Mais en soi, là, ça a un peu souffert de la durée du match, même si en face, bon, t'as quand même mieux que ce que t'avais dans la journée 1, c'est-à-dire que le Tanga Loa avec Great Okan dans la journée 1, là il a Yuji Nagata, ce qui est quand même un poil différent, hein, quand même en termes de niveau, on va pas se le cacher. Du coup voilà, ce match je lui ai mis 3, c'est un match qui faisait le taf pour ouvrir le show. Après bon voilà, c'était loin d'être excellent ou quoi que ce soit. Et voilà, Nagata il fait bien son taf en tant que vétéran, voilà, il envoie comme ça. Yuji Nagata fait du Yuji Nagata, donc c'est toujours plutôt intéressant, je trouve. Personnellement, c'est un catcheur que j'aime beaucoup encore en 2021.
Et Tangaloa, on va dire qu'il a fait ce qu'il a pu, et contre Nagata, ça a un tant soit peu bien marché. Du coup, voilà, c'est 3 étoiles pour ma part. Du coup, on va pouvoir passer désormais au deuxième match du show. Alors, le deuxième match du show, c'était le Great Okan qui affrontait Toru Yano. Alors, Great Okan contre Toru Yano, c'est une revanche de la New Japan Cup dans laquelle Toru Yano avait réussi à battre le Great Okan. C'est d'ailleurs le seul 1 contre 1 que les deux ont eu à ce jour. Et cette fois-ci, c'est le Great Okan qui a donc pris sa revanche sur Toru Yano, pour ce qui est finalement assez logique en termes de booking. Mais c'est pas pour autant que c'est un match qui m'a plu, parce que personnellement, c'est le match que j'ai le moins aimé depuis le début de ce G1 Climax. Donc là, je prends les 4 journées confondues, les 4 journées que je review dans cette vidéo, où finalement, Great Okan contre Toru Yano, c'est un peu un mix de conneries, tu vois, ajouté avec un semblant de rivalité fait par les deux, sauf que les deux ont un acting extrêmement mauvais, ce qui fait que finalement t'arrives pas à t'investir dans le truc. T'as un combat dès le début du match à l'extérieur du ring, où les deux mecs vont se taper sur la gueule pour essayer de montrer leur rivalité, et finalement je m'en fous, en fait, je m'en fous de ce qu'ils essayent de faire, quoi, parce que de toute façon ils le font pas bien. Et finalement c'est clairement un match du Great Okan. Et Toru Yano, quand il est contre un adversaire comme ça, finalement ça peut pas être vraiment intéressant. Finalement, là où contre Kenta, j'avais trouvé ça quand même pas mal intéressant en termes de booking, même si c'était évidemment loin d'être incroyable. Là c'est vraiment très mauvais. Voilà, c'est un 75 pour ma part, c'est clairement oubliable. Yano qui a failli perdre par contact à un moment dans le match parce qu'il s'était fait menotter à l'extérieur du ring. Bon, j'ai trouvé ce spot quand même assez cringe. C'est un Great Okan Toru Yano, quoi. C'est vraiment très compliqué à mon sens, sachant que de toute façon déjà de base, à la base, le Toru Yano contre le Great Okan qui avait lieu à la New Japan Cup, j'avais détesté, j'avais trouvé ça atroce. Là c'était quand même un peu meilleur, hein, très honnêtement. J'avais mis 0,75 à la New Japan Cup, là c'est 1,75. On va dire que ils y vont lentement mais sûrement, quoi. On va dire ça, t'as quand même une progression, mais enfin non, quoi, c'est vraiment pas bon. C'est clairement pas ce que j'attends de voir personnellement dans ton plus gros tournoi de l'année, même si je conçois que t'as des matchs plus faibles que d'autres. Là, ce niveau de vraiment de nullité là, c'est compliqué. Même si, comme j'ai dit, ça reste quand même meilleur que du coup leur match de la New Japan Cup, et heureusement, hein, en soi. Du coup, voilà donc pour ce match donc remporté par le Great Okan avec donc son Iron Claw Slam. Du coup, on va pouvoir désormais passer au troisième des 5 matchs du show. Alors le troisième match du show, c'était Kenta qui affrontait Yujiro Takahashi. Alors Kenta contre Yujiro, c'était un match Bullet Club contre Bullet Club, et clairement, personnellement, j'ai quand même trouvé ça bien fait. Bon, il y avait rien spécialement incroyable, mais franchement, j'ai trouvé ça bien fait, voilà. Victoire de Kenta qui est assez logique finalement, sachant que Kenta vient de se faire avoir par Toru Yano. Il y a un moment où il y a plus d'amitié avec un mec du Bullet Club, le mec va avoir Yujiro assez logiquement. Yujiro qui venait en plus de prendre trop la confiance en battant Kota Ibushi. Tu vois d'ailleurs dans le match qu'il prend trop la confiance, où il essaye de frimer un peu avec Peter qui l'accompagne, Peter qui est sa manageuse en quelque sorte. Et puis ce match surtout il dure 16 minutes, et franchement je le trouve assez consistant pour du 16 minutes. Je trouve que les mecs ont quand même réussi à se rendre intéressant, ou même si ça reste un poil trop long à mon sens, ou sur la fin tu peux clairement raccourcir la séquence de fin. Mais bon voilà, ça reste un match qui est plutôt correct, je trouve. Pour un Kenta Yujiro, personnellement, franchement ça passe, parce que Kenta, on sait que c'est extrêmement compliqué. Yujiro, c'est un catcheur que j'aime bien personnellement, que je trouve assez bon, mais bon, c'est pas un mec qui va sortir des masterclass non plus. Donc finalement voilà, je trouve que ça a bien fait le taf, et que c'est un des meilleurs matchs de Kenta cette année, et no joke, parce que finalement c'est un 3,25, c'est bien fait. Bon, je trouve personnellement que le meilleur match de Kenta cette année reste son match contre Satoshi Kojima à Wrestle Kingdom, et d'assez loin d'ailleurs. T'as son match contre Tanahashi, je pense, qui suit, et t'as ce match là qui doit être troisième à mon sens, parce que ce match là quand même il fait assez bien le taf. Yujiro arrive à faire une bonne performance, il est assez arrogant, il joue très bien son rôle. Kenta, le mec, est quand même plus sérieux dans le rôle, ce qui est quand même beaucoup plus logique, considérant le fait qu'il vient de se faire avoir par Toru Yano. Ça me paraît logique que Kenta essaye quand même d'être le plus sérieux, quoi, contrairement à Yujiro finalement qui a pas la même dynamique. Donc voilà, moi personnellement j'ai trouvé ça quand même vraiment bien fait, et du coup donc victoire de Kenta assez logique. Voilà, j'ai mis 3,25 personnellement. Du coup voilà, donc par rapport à ce match, on va pouvoir désormais passer au pré-main event du show. Pré-main event du show qui était une affiche que j'attendais bien personnellement. C'était Kota Ibushi qui affrontait Tomohiro Ishii. Alors Ibushi contre Ishii, il faut savoir que l'année dernière c'était mon match préféré de tout le G1 Climax, donc évidemment j'avais quand même une attente. Pareil pour ce qui est de leur match du G1 Climax 28, donc en 2018, qui est l'un de mes matchs préférés de 2018, et mon match préféré de ce que j'ai vu du Climax 28, parce que du coup j'ai pas tout vu du Climax 28, je suivais pas encore à cette époque, mais j'en ai quand même pas mal vu. Et clairement, à mon sens, Ibushi contre Ishii, il était clairement très bon. Personnellement, j'ai mis la note de
3,75, c'est mon deuxième match préféré du show. Bah finalement les mecs vont faire ce qu'ils savent faire, voilà. Ils vont faire un peu leur best-of, voilà. Sauf que là ça va durer que 17 minutes et finalement bah ça dure 10 minutes de moins que Shingo Ishii. Forcément tu vois moins le manque de matière finalement qui est moins problématique sur un match de 17 que sur un match de 27-28 minutes. Donc bah finalement t'as tout ça qui fait que le match reste quand même vraiment très bon. Et puis Ibushi et Ishii, les mecs s'entendent super bien dans un ring. Ils placent quelques comptes qui sont quand même très intéressants, très intelligents je trouve. Et puis voilà, c'est bien strong. Voilà, personnellement c'est vraiment ce que j'attendais finalement d'un Ibushi Ishii. Et je trouve que c'est également ce qui aurait dû être fait du Shingo Ishii, parce que bah du coup c'est dommage, parce que bah tu t'es mis une balle dans le pied en le faisant durer 28 minutes, parce que bah là déjà en 17 minutes je trouve pas que ce soit le match spécialement le plus consistant, et c'est pour ça que je lui mets que entre guillemets 3,75. D'ailleurs je pense au passage que j'avais quand même pas mal surcoté leur match de l'année dernière, bien qu'il était excellent hein, en soi, mais bon, mon 5 étoiles de l'époque serait probablement pas un 5 étoiles aujourd'hui, hein, très honnêtement. Et du coup ouais, dans son ensemble le match ferait très bien le taf. La victoire de Kota Ibushi me paraît assez logique finalement, parce que le mec vient de se faire avoir par Yujiro Takahashi alors qu'il est 2 fois tenant du titre. T'imagines toi, tout ce qui va se passer dans la tête d'Ibushi, du coup le mec va battre Ishii derrière, voilà. Donc ça me paraît plutôt logique. C'est quand même un challenge pour Ibushi d'aller chercher Ishii dans ces conditions-là, surtout que le mec vient quand même de tenir 28 minutes face au champion du monde Shingo Takagi. Donc bah voilà, t'as franchement toute cette dynamique qui fait que le résultat du match est à mon sens le bon. Donc pour l'instant, enfin voilà, franchement il y a pas mal de très bonnes décisions de booking, je trouve, du côté de ce G1 Climax pour l'instant dans ses premières journées, même si c'est pas incroyable non plus en termes de booking, mais franchement il y a pas mal de décisions de booking qui me plaisent bien hein, durant ce, et que je trouve personnellement assez logique hein, dans ce début de G1 Climax personnellement. Du coup voilà donc pour ce match donc auquel j'ai mis la note de 3,75, donc victoire de Kota Ibushi, pardon, logique avec son Kamigoye. Du coup on va pouvoir désormais passer au main event donc de cette journée 3 du G1 Climax 31. Alors le main event c'était Shingo Takagi qui affrontait Zack Sabre Jr., donc un match qui m'a hypé bien personnellement, surtout après avoir vu Zack Sabre Jr. blesser Tetsuya Naito qui est coéquipier hein, de Shingo Takagi, on rappelle dans Los Ingobernables des Japon. Donc du coup t'as Zack Sabre Jr. qui blesse Naito, qui le bat, et du coup qui va en confiance hein, finalement affronter le champion du monde actuel. Shingo Takagi, du coup tu vois dans le match qui se bat un peu pour Naito quand même. Tu vois par exemple que dans le début du match il fait un moment la pause de Naito pour lui montrer que bah finalement il va finir le travail de Naito, quoi. Il va battre Zack Sabre Jr. Pour lui fermer un peu sa gueule, quoi. Un peu c'est ce que veut Shingo Takagi finalement à travers ce match, parce que du coup Zack Sabre Jr. après sa victoire contre Naito, forcément il est extrêmement arrogant, il joue extrêmement bien son rôle, je trouve. Zack Sabre Jr. il fait perdre un peu patience à des moments à Shingo Takagi, et je trouve ça génial à titre personnel, parce que Zack Sabre Jr. le fait tout en maîtrisant extrêmement bien son sujet, le fait tout en ne dérapant jamais, tout en ne perdant jamais le contrôle du match, tout en restant finalement de la tête et des épaules au-dessus de son adversaire. En tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu personnellement, même si évidemment Shingo Takagi a pas mal de gros retours. Il a quelques moments où il est à deux doigts de battre Saber finalement, par exemple quand il arrive à placer son Made in Japan sur Zack Sabre Jr. qui va se dégager à deux assez logiquement. Et puis bah techniquement évidemment le match est très très bon. Tu vois quand même Shingo Takagi essayer d'avoir Zack Sabre Jr. sur de la technique, et quand Zack Sabre Jr. va le contrer, Shingo Takagi va revenir sur du Takagi style un peu. Tu vois, moi ce que je trouve très bien personnellement, c'est que le mec va pas trop au début il va quand même essayer d'y aller en technique avec Zack Sabre, parce que le mec veut quand même Takagi veut quand même humilier Zack Sabre de base pour ce qu'il a fait à Naito, mais tu vois il va se permettre de revenir par exemple en plaçant un bon shoulder tackle bien impactant qui va faire un peu voler Zack, et moi je trouve ça assez bien personnellement, et ça va quand même assez bien avec le gabarit de Zack Sabre Jr. Je trouve c'est toute cette histoire finalement, donc ça rend encore mieux à mon sens. Zack Sabre Jr. qui va très très bien sell hein, l'offense de Shingo tout au long du match. Shingo également qui va bien sell le bras, je trouve, travaillé par Zack Sabre. Bon, même si globalement j'ai dit que Zack Sabre avait un très bon selling, mais il y a des moments où c'était un peu dommage, où tu vois il aurait pu en faire plus en termes de selling, mais bon à part ça voilà, ça reste très très bien. Zack Sabre Jr. dans le match pareil, il place des uppercuts qui sont absolument géniaux, qui ont un impact que je trouve vraiment génial personnellement. Voilà, Zack Sabre Jr. fait du Zack Sabre Jr. personnellement, c'est quelque chose qui me captive, et surtout avec toute l'histoire qu'il y a autour de Shingo, Naito, enfin voilà, c'est vraiment encore mieux fait finalement, et Zack Sabre Jr. arrive à faire taper Shingo, et là t'es là, tu fais waouh quoi. Bon, moi personnellement je m'étais fait spoiler de manière très regrettable en allant sur Twitter évidemment, parce que bah voilà, voilà, et c'est de ma faute hein. Mais bah finalement le moment où Zack Sabre fait taper Shingo, le mec t'es en mode mais ouais Zack, t'es le boss final du game, mais va chercher le G1 Zack, mais va le chercher le G1 quoi. Et j'étais même en m'étant fait spoiler, j'étais
extrêmement content pour Zack Sabre Jr. parce que je me dis ouais le mec il a battu Shingo quoi, il l'a fait taper quoi le mec, il a fait taper Shingo Takagi quoi. Et là je me dis waouh quoi, c'est non Zack Sabre Jr. il est monstrueux sur la fin et tu sens le mec bon, il va tomber au sol très rapidement après par fatigue de son match contre Shingo, mais tu vois quand Zack Sabre fait taper Shingo, finalement le mec il dit ça y est c'est bon, une case de plus cochée dans le G1 Climax et le mec il est parti quoi, le mec il est inarrêtable quoi, Zack Sabre Jr. en ce début de G1 Climax. Et moi je trouve que son booking est d'une cohérence assez incroyable personnellement dans ce début de tournoi Zack Sabre Jr. Et moi c'est tout ce que je veux voir parce que bah de toute façon je suis un fan de Zack Sabre Jr. déjà de base, et puis bah le voir comme ça dans ce début de G1 Climax, bah ça fait extrêmement plaisir à titre personnel, le voir faire taper le champion world dès le début du G1, qui te laisse entendre que t'aurais possiblement Zack Sabre Jr. qui challengerait pour le titre world de Shingo derrière, parce que du coup t'as Zack Sabre Jr. qui se met un peu en mode ouais bah je peux avoir ton titre mec maintenant. Du coup moi je trouverais ça très très bien personnellement. Bon même si Zack Sabre Jr. remporte pas le climax, tu peux avoir par exemple le match Shingo contre Zack Sabre pour le titre entre le G1 Climax et Wrestle Kingdom. Je pense que ça peut être une très bonne option personnellement qui me ferait extrêmement plaisir. Et du coup ouais dans son ensemble Shingo contre Zack Sabre raconte quand même pas mal de choses, c'est vraiment excellent. Donc ouais pour moi personnellement j'ai mis 4,25 à ce match, c'est très clairement un match qui est absolument excellent, c'est le deuxième meilleur match du coup depuis le début de ce G1, et quand tu vois que c'est Zack Sabre Jr. qui a les deux meilleurs matchs du début du G1, déjà ça calme un peu parce que tu sens que le mec est au-dessus quoi, le mec vole au-dessus du lot quoi, il est monstrueux Zack Sabre Jr. quoi, je le répéterai jamais assez de toute façon. Et du coup bah encore un excellent match avec Shingo, donc que à titre personnel j'ai mis 4,25, et qui était probablement le meilleur match solo de Shingo Takagi cette année, même si je pense pas que beaucoup de gens vont penser la même chose que moi, parce que vous comprenez il a eu 2 spotfest contre Ospreay, mais bon même si réduire le match à un spotfest c'est en soi un peu réducteur, mais vous voyez l'idée. Mais du coup ouais franchement je pense que c'est probablement le meilleur match solo de Shingo cette année, même si quoique bah finalement ou peut-être le deuxième parce que t'as le match contre Goto à la New Japan Cup qui se pose quand même, qui était que j'avais trouvé vraiment excellent également. Mais en tout cas ouais meilleur match du show, et victoire de Zack Sabre Jr. en du coup 27 minutes qui m'a vraiment plu personnellement. Du coup par rapport au show dans l'ensemble personnellement, alors je l'ai trouvé bon hein, franchement le show dans son ensemble, bon même si t'as le Great Okan contre Toru Yano qui est vraiment extrêmement mauvais et qui est pire match de ce début du G1, c'est compliqué, mais à part le Great Okan Toru Yano franchement c'est un bon show. Moi personnellement je conseille de regarder les 2 derniers matchs qui sont très bons et excellents donc respectivement, et puis en priorité bah regardez le Shingo contre Zack Sabre qui est quand même un des meilleurs matchs de ce début du G1 et qui sera très probablement un des meilleurs matchs du G1 Climax en général. Du coup voilà donc pour cette journée 3 on va pouvoir désormais passer à la journée 4 donc du G1 Climax 31, journée 4 qui s'est donc déroulée le lendemain, le 24 septembre. Alors la journée 4 donc a commencé avec Hiroshi Tanahashi contre Hiroki Goto, donc on était évidemment sur une journée du bloc B hein, du G1, les journées impaires le bloc A, les journées paires le bloc B évidemment. Tanahashi contre Hiroki Goto, le match a duré un peu plus de 14 minutes, victoire d'Hiroshi Tanahashi dans un match que j'ai à titre personnel trouvé vraiment très bon hein. Les deux mecs tu vois bien qu'ils se connaissent quand même assez bien, tu sens bien que les mecs work pour vraiment absolument pas faire d'erreur, et finalement j'ai trouvé ça quand même très bien joué de la part des deux hommes, où finalement tu vas avoir quand même pas mal de comptes, comme par exemple Goto qui va contrer le High Fly Flow à un moment d'Hiroshi Tanahashi, qui est un moment que j'ai vraiment bien aimé à titre personnel. Évidemment Tanahashi contre également le GTR hein, d'Hiroki Goto, et finalement tu vas avoir un work très intelligent de la part des deux, dans le sens où tu vois on va pas trop y aller, mais on va quand même essayer de faire mal à l'adversaire en essayant de trouver finalement la plus petite fenêtre d'attaque possible pour lui faire mal tranquillement sans vraiment se mouiller trop et sans vraiment donner une fenêtre à l'adversaire. Et finalement j'ai trouvé ça assez bien fait, et d'ailleurs ça représente assez bien la fin du match qui est un roll-up avec du coup la victoire d'Hiroshi Tanahashi, que personnellement je trouve assez logique d'un point de vue booking, parce que bon Goto c'est finalement pas spécialement dérangeant s'il perd ses 2 premiers matchs, tandis que Tanahashi vient de pousser à ses limites Kazuchika Okada, vient de le pousser à le ramener le Rainmaker, en soi qui bat Hiroki Goto ça coule de source finalement pour moi. Donc voilà c'est un résultat logique au terme d'un très bon match, qui est personnellement mon deuxième match préféré du show, assez logique hein, voilà. Et finalement quand on voit les affiches, voilà c'est par nature, même sans spécialement regarder les matchs, c'est le match que je classerais deuxième, tu vois, des matchs qui me hype le plus, donc bah finalement c'est assez logique. Et du coup victoire de Tanahashi qu'il est également, donc voilà 3,5 pour ma part. Du coup voilà donc par rapport à cet opener, on va désormais pouvoir passer au deuxième match du coup de cette 4e journée du G1 Climax 31. Alors le deuxième match du show c'était Chase Owens qui affrontait Tama Tonga, donc dans un duel Bullet Club contre Bullet Club. Alors le match a duré 13 minutes, victoire donc de Tama Tonga qui marque donc ses 2 premiers
premiers points dans ce G1 Climax après avoir perdu lors de la deuxième journée contre Sanada. Chase Owens lui est toujours à 0 points. Il a perdu ses 2 premiers matchs. Chase Owens qui finira très probablement à 2 points d'ailleurs, 2 points parce que du coup il bat par forfait Tetsuya Naito, mais finalement voilà. Mais non, mais même Chase Owens c'est même pas dans le bloc de Naito. Je dis complètement de la merde. Du coup non, en fait parce que Owens, je me demande même pas s'il va pas finir avec 0 points, tiens, malheureusement. À moins qu'il arrive à battre Okada et que je pop complètement, mais bon, ça c'est dans mes rêves. Mais ouais, bon, du coup, ce Tamatonga contre Chase Owens, personnellement, j'ai trouvé étonnamment bon quand même. Je trouve que Chase Owens a réussi à quand même bien carry Tamatonga pour lui donner un match qui était quand même pas mal correct. J'ai trouvé cette opposition Bullet Club contre Bullet Club est assez bien faite, tu vois. Tajado qui accompagne évidemment Tamatonga, qui va pas trop jouer de rôle dans le match, que j'ai trouvé quand même assez bien. Et t'as de la bonne action, je trouve, entre les deux finalement, et Chase Owens va être assez relevant, assez pertinent durant les 13 minutes de match. Donc voilà, moi personnellement, voilà, j'ai eu un bon petit match de Chase Owens, ça m'a fait plaisir. Tamatonga a clairement pas été dégueu parce que bon, finalement, j'ai beau pas aimer Tamatonga, il reste quand même largement au-dessus de Tangaloa, donc son partenaire d'équipe au sein de Guerrillas of Destiny. Guerrillas of Destiny que j'ai d'ailleurs vraiment pas hâte de voir dans la World Tag League cette année. On rappelle qu'il se déroulera en novembre et décembre. Et du coup, victoire de Tamatonga est évidemment assez logique. Du coup, voilà donc pour ce match, on va pouvoir désormais passer au troisième des 5 matchs du show. Alors, le troisième match du show, c'était du coup Yoshihashi qui affrontait Jeff Cobb. Donc, dans le meilleur match, enfin le match qui m'a hypé le plus du show et qui a été le meilleur match de cette 4e journée du G1 Climax. Victoire assez évidente de Jeff Cobb en un peu plus de 13 minutes, mais Yoshihashi, encore une fois, arrive à mettre une résistance géniale dans son match. Il arrive à mettre un peps que très peu de babyface arrivent à avoir de nos jours, parce que pour moi, Yoshihashi, il est génial, très clairement. Il te fait encore une très grosse perf. Et le match lui met 3,75 et je trouve peut-être même encore meilleur que le match contre Evil, parce que finalement Yoshihashi va avoir encore plus de résistance, il va arriver à placer des grosses souplexes sur Jeff Cobb, ce qui est finalement pas donné à tout le monde de faire ça, et j'ai trouvé ça génial vraiment quand Yoshihashi il arrive à revenir à placer une lariat, t'es là, vas-y Yoshihashi, allez. Franchement moi je kiffe Yoshihashi, franchement je suis vraiment dans le train Yoshihashi parce que le mec je l'adore, et en termes de babyface je trouve qu'il y en a très peu qui arrivent à faire de telles performances finalement, et de manière assez consistante, de manière assez récurrente. Et tu vois Yoshihashi qui a quand même pas mal d'assez bons moments dans le match, qui va contrer le Tower of the Island de Jeff Cobb à 2 reprises il me semble, pour au final se le prendre et perdre le match évidemment dessus. Bon, la victoire de Jeff Cobb est quand même assez logique parce que le mec est construit pour, quoi, et le mec du coup est à 2 victoires en ce début du climax, ce qui me semble assez logique de sa position, quoi. Et moi personnellement j'ai trouvé ça quand même vraiment très bien booké, avec une résistance de Yoshihashi qui est géniale à un powerhouse comme Jeff Cobb. En plus ça fait tellement bien le taf, donc voilà, c'est 3,75 pour ma part. Du coup voilà, donc par rapport à ce match, on va pouvoir désormais passer au pré-main event du coup de ce show. Alors le pré-main event, c'était Taichi qui affrontait Sanada. Alors Taichi contre Sanada, le match a duré 25 minutes, victoire de Taichi. Alors personnellement, c'était le match le plus long du show, déjà il était placé en pré-main event. Déjà j'ai trouvé ça très très compliqué de faire durer un match de Sanada 26 minutes, je vais pas vous cacher, mais Taichi a quand même réussi à le carry. Taichi a réussi à carry Sanada, ce qui est quand même un exploit, hein, de me faire mettre 3 étoiles à un singles match de Sanada, quand même faut le faire à mon sens, parce que quand même 3 étoiles pour un match solo de Sanada, c'est quand même pas souvent que ça arrive. Je crois que l'année dernière c'était arrivé 2 fois durant le G1 Climax, avec Zack Sabre Jr. contre qui j'avais mis 3,25 et contre Hiroshi Tanahashi contre qui j'avais mis 3,5. C'était d'ailleurs vers la fin du G1, le match contre Tanahashi. Et du coup finalement t'as un peu cette rivalité là qui dure depuis quand même quelques mois autour des titres tag et tout, où le début va être quand même bon, le début me saoule, hein, très honnêtement, avec cette espèce de concours de qui joue le plus avec la foule ou quoi que ce soit, enfin entre Taichi et Sanada. Le début me saoule, mais quand même il est assez cohérent avec leur rivalité, parce que chaque début de match, je me rappelle leur début de match en juillet c'était basé sur ça, donc en soi tu vois c'est logique de se rebaser sur ça là. Ou moi personnellement ça me saoule parce que Sanada a un acting absolument atroce, Taichi fait ce qu'il peut, parce que même si c'est pas dans ce genre de truc que j'ai envie de voir Taichi, donc finalement ça m'intéresse pas, mais en soi je trouve ça quand même cohérent de commencer par ça. Après bon, le match t'as quand même pas mal d'impression de la part de Sanada, par exemple quand il veut placer un swinging neckbreaker sur Taichi à l'aide des corps, le mec galère à le placer, il se doit s'y reprendre à 2-3 reprises je crois, c'est n'importe quoi, c'est un match de Sanada, quoi. Après t'as Taichi en face qui fait que t'arrives quand même à avoir un match correct, et merci Taichi de nous donner un match correct de Sanada, quoi, parce que 25 minutes je pense avec un adversaire comme je sais pas moi, comme Kazuchika Okada, je fais dodo, quoi, c'est non. Et là t'as Taichi qui est quand même un très bon catcheur, donc voilà, qui nous amène à un match à 3 donc contre Sanada, et du coup voilà, 25 minutes pour une victoire de Taichi que j'ai trouvé quand même assez logique personnellement, parce que Taichi commence
commence fort donc ce G1 Climax à l'image de son coéquipier Zack Sabre Jr. dans l'autre bloc. Personnellement, je trouve ça assez bien fait. Du coup, voilà donc pour ce match, on va pouvoir désormais passer au main event du coup de cette quatrième journée. Alors le main event de la quatrième journée, c'était du coup Kazuchika Okada qui affrontait Evil. Kazuchika Okada contre Evil, c'était du coup un rematch de leur match à Castle Attack que j'avais trouvé plutôt correct personnellement. Celui-là, par contre, il était moins bon. Bon, il était quand même très moyen, je vais pas vous cacher, surtout pour du 21-22 minutes. Victoire de Kazuchika Okada que je trouve à titre personnel assez logique, mais qu'est-ce qu'on s'en fout du match, quoi. Ces 22 minutes qui sont finalement vraiment vides, vraiment sloppy. Evil va pas savoir spécialement se rendre intéressant et Kazuchika Okada encore moins, j'ai trouvé. Donc non, oui, c'était extrêmement compliqué, j'ai trouvé. Ces 22 minutes qui sont comme j'ai dit vraiment vides et puis bah voilà quoi, tu t'en fous un peu, l'action elle est là, elle est un peu random quoi. Et finalement bah tu vois, c'est quand même, je trouve vraiment bien en dessous de Tanahashi Okada de la deuxième journée parce que bah t'as pas des masses de matière quoi, contrairement à Tanahashi Okada qui auront fatalement toujours de la matière, bien que l'un des deux soit quand même pas spécialement un très bon catcheur. Les mecs auront toujours de la matière ensemble, tandis qu'Okada et Evil je trouve pas personnellement. Surtout bah le match personnellement je lui ai mis 2,5 parce que bah voilà, c'est finalement tout ce qu'il y a de plus moyen, il y a rien d'extrêmement mauvais, mais c'est vide, c'est random, c'est un match d'Okada quoi. Le mec t'as l'impression qu'il fout quand même quasiment rien pendant 22 minutes et c'est vraiment compliqué je trouve. T'as Evil qui essaye de se bouger un peu mais qui arrive pas spécialement à se rendre intéressant, donc à partir de ce moment-là c'est vraiment compliqué. Heureusement qu'ils l'ont pas fait durer 27-28 minutes parce que là je crois que j'allais à 2 quoi. Je crois que je tombais à 2 parce que là non c'est pas possible de produire ça en main event d'une journée du climax. Je trouve encore tu vois le Okada Tanahashi il est passable dans son style où il va quand même accomplir quelque chose tandis que bah le Okada Evil non, et le finish même où Okada place son Rainmaker sur Evil, il est amené de manière tellement random le Rainmaker que je m'en fous, même si en soi encore une fois que Okada place son Rainmaker c'est logique parce que bah Okada Evil à Castle Attack Okada place son Rainmaker sur Evil et personnellement moi j'avais trouvé ça très bien à l'époque parce que bah finalement Okada plaçait son Rainmaker contre Ospreay et Evil, donc c'est des deux mecs qu'il avait battu dans des moments clés dans 2020 quand il utilisait pas son Rainmaker, ce qui en soi a été démonté après par la tentative de Rainmaker d'Okada sur Shingo Takagi pendant la New Japan Cup, mais bon ça c'est autre chose. Mais en soi moi j'ai apprécié qu'Okada utilise son Rainmaker pour battre Evil parce que bah, finalement c'est la prise qu'il doit toujours utiliser maintenant pour battre Evil, ça me paraît assez logique vu la finale de la New Japan Cup de l'année dernière qui a amené à l'utilisation du Rainmaker à Castle Attack cette année. Moi je trouve ça personnellement assez bien vu, mais bah finalement le Rainmaker est amené de manière assez random, donc bah je m'en fous un peu de la séquence de finish, mais ouais le match dans son ensemble est très random, raconte quasiment rien, donc voilà c'est 2,5 pour ma part et encore je m'estime assez généreux. Du coup voilà donc pour ce match donc remporté par Kazuchika Okada, donc quand même à ma plus grande surprise qu'Okada remporte ses deux premiers matchs de ce G1 Climax parce que bah finalement après sa défaite contre Cobb comme je l'avais dit, bah je l'attendais pas à avoir un gros début de G1 Okada et a plutôt excellé sur la fin de G1 où il allait prendre tous les points, mais bon c'est apparemment l'inverse qui est en train de se produire. Du coup voilà donc pour ce main event, c'est ce qui conclut donc cette quatrième journée donc du G1 Climax 31. Du coup alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement je le trouve quand même très oubliable. Personnellement je recommande de voir le Tanahashi Goto et le Jeff Cobb Yoshihashi qui ont vraiment deux très bons matchs, mais à part ça finalement le show est là, le show est assez random finalement et voilà t'as les deux derniers matchs qui sont finalement les deux moins bons matchs du show, donc bah finalement c'est un peu compliqué quoi. Et finalement t'aurais voulu que le show s'arrête à la fin du Yoshihashi Cobb où là t'as tout vu ce qui est vraiment intéressant dans le show quoi. Et ouais non personnellement le match que je conseille en claire priorité pour moi c'est le Yoshihashi Cobb, donc Yoshihashi qui bénéficie de deux matchs avec conseil en priorité dans donc ces deux premiers matchs, ces deux premières journées du bloc B du Climax. Yoshihashi pour l'instant c'est le MVP de son bloc, c'est à l'image de Zack Sabre Jr. Dans le bloc A, même si Zack Sabre Jr. est quand même clairement au-dessus de Yoshihashi, alors que j'adore Yoshihashi parce que Yoshihashi c'est 2,375 et Zack Sabre Jr. c'est 5 et 4,25 tout simplement. Mais du coup voilà c'est ce qui conclut donc cette quatrième journée donc du G1 Climax 31 et c'est ce qui conclut de manière générale donc cette vidéo review des 4 premières journées du G1 Climax. Évidemment j'avais beaucoup de choses à dire, cette review était assez longue donc comme je l'attendais, merci à vous donc si vous l'avez écouté jusqu'au bout. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu et du coup d'ici les prochaines vidéos je vous dis à la prochaine.